Je m'appelle Hamilton, j'ai 32 ans, et je mène ce que la plupart des gens appelleraient une vie réussie à Boston. Après des années de travail acharné, de promotion, et finalement l'achat de mon condo de rêve en centre-ville, je pensais avoir tout compris. Ce qui est drôle, c'est que ma famille n'a jamais rien remarqué de tout cela. Pas d'appel, pas de texto, rien pendant des années, jusqu'à ce que mon cousin publie des photos de mon nouvel appartement en ligne. Soudain, tout le monde s'est souvenu que j'existais. En quelques heures, mon téléphone s'est allumé avec un texto de maman. Tu pourrais le vendre pour aider ta sœur. Juste comme ça, il voulait 49 000 $. Avant de me lancer dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur le fait de tenir bon. Grandir à Lakeville, Minnesota, n'était en aucun cas terrible. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres avec un petit jardin où papa faisait parfois des grillades les week-ends d'été. Mes parents, Frank et Diane, étaient des gens travailleurs qui avaient des emplois stables. Papa travaillait comme vendeur d'assurance tandis que maman enseignait en 4e année à l'école primaire locale. En surface, nous étions la famille américaine de classe moyenne typique, avec des voyages en voiture annuels dans les États voisins et des barbecues occasionnels avec les voisins. Mais sous cette façade ordinaire, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Dès mes plus lointains souvenirs, il était clair que ma sœur Jessica occupait une place spéciale dans le cœur de mes parents que je ne pouvais jamais tout à fait atteindre. De 3 ans ma cadette, Jessica était la prunelle de leurs yeux, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Quand nous étions enfants, ces gribouillages au crayon gagnaient des places sur le réfrigérateur, tandis que mes dessins soigneusement réalisés finissaient d'une manière ou d'une autre dans la poubelle de recyclage. Mes bulletins de notes avec que des A recevaient des hochements de tête désinvoltes tandis que ces notes B- étaient célébrées avec des sorties à la crème glacée. Hamilton, ta sœur a besoin de plus d'attention. Tu as toujours été si indépendant, disait maman chaque fois que je remettais en question le déséquilibre. Et j'ai donc appris à être exactement cela, indépendant. J'ai arrêté de chercher leur approbation au collège, réalisant que c'était un jeu que je ne pouvais pas gagner. Le schéma est devenu encore plus apparent pendant notre adolescence. Quand Jessica a commencé le lycée, elle s'est immédiatement accoquinée avec ce que mes parents appelaient les mauvaises fréquentations. Ses notes ont chuté et elle a développé un goût coûteux pour les vêtements et les divertissements. Alors que la plupart des parents auraient pu établir des conséquences, les miens ont fait le contraire. Ils ont augmenté son argent de poche, lui ont acheté une voiture d'occasion pour son 16e anniversaire, et l'ont constamment renfloué de ses mésaventures financières. Elle est juste en train de se trouver, expliquait papa, après avoir payé une autre des cartes de crédit de Jessica au maximum de sa limite quand elle avait 17 ans. Pendant ce temps, je travaillais 20 heures par semaine à l'épicerie locale pour payer mes propres vêtements et économiser pour l'université, tout en maintenant mes notes et en participant au club de débat. Au moment des inscriptions à l'université, j'avais économisé près de 8 000 $ grâce à mes emplois à temps partiel et j'avais droit à plusieurs bourses au mérite. Je voulais étudier l'architecture à l'université du Michigan, mais mes parents m'ont doucement orienté vers les affaires à l'université d'État. C'est plus pratique, Hamilton, a dit papa lors d'une de nos rares conversations sérieuses. L'architecture est trop risquée, et le programme est plus cher. Nous devons aussi penser au fonds universitaire de Jessica. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris où je me situais. Ce n'était pas seulement qu'ils aimaient plus Jessica. C'était que mes rêves seraient toujours secondaires aux siens. J'ai ravalé ma déception et je me suis inscrit au programme de commerce de l'État du Minnesota, utilisant mes économies et mes bourses pour couvrir la plupart des coûts tout en travaillant à temps partiel dans une librairie du campus. Pendant ces 4 années, ma communication avec ma famille s'est réduite à des visites pendant les vacances et à des appels téléphoniques occasionnels le dimanche. Quand je rentrais à la maison, les conversations tournaient inévitablement autour de la dernière crise ou réussite de Jessica. Elle avait abandonné le community college après un semestre, le déclarant trop restrictif pour son esprit créatif, et avait ouvert une entreprise de bijoux en ligne qui a fait faillite en 6 mois. Chaque fois que les entreprises de Jessica s'effondraient, mes parents vidaient leur portefeuille pour l'aider à recommencer. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention en marketing et administration des affaires, ils ont assisté à la cérémonie mais sont partis immédiatement après pour aider Jessica à déménager dans un nouvel appartement. Pas de dîner de célébration, pas même de félicitations en bonne et due forme. Mon premier emploi après l'université était dans une petite agence de marketing à Minneapolis, à environ 40 minutes de ma ville natale. Le salaire était modeste, mais c'était un pied dans la porte de l'industrie.
J'ai trouvé un petit appartement avec un colocataire et j'ai commencé à construire ma vie professionnelle. Au cours de ma première année là-bas, j'ai décroché plusieurs petits comptes et j'ai même reçu une promotion mineure au poste de gestionnaire de compte junior. Quand j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle, papa a dit « C'est bien, fiston », avant de rapidement changer de sujet pour parler de la dernière entreprise de Jessica, une entreprise de savon artisanal qui décollait vraiment. J'ai appris plus tard par un ami commun que mes parents avaient investi 15 000 $ dans cette nouvelle entreprise malgré avoir dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison. Le coup de grâce est venu pendant ma deuxième année à l'agence. Une plus grande entreprise basée à Boston m'a contacté avec une offre d'emploi après avoir été impressionné par une campagne que j'avais conçue pour un client commun. Le poste offrait une augmentation de salaire significative, de meilleurs avantages sociaux et des possibilités d'avancement. C'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, même si cela signifiait déménager à plus de 1000 miles de là. J'ai invité mes parents et Jessica à un dîner d'adieu dans un bon restaurant à Minneapolis. Papa a vérifié sa montre toutes les 15 minutes. Maman a posé plus de questions sur la décoration du restaurant que sur mon nouveau travail. Et Jessica est arrivée avec une heure de retard, dominant immédiatement la conversation avec la nouvelle de ses fiançailles avec Tyler, un homme qu'elle fréquentait depuis seulement 3 mois. Nous pensons à un mariage au printemps, a annoncé Jessica, exhibant une bague en diamant de taille considérable que je savais que ni elle ni son petit ami au chômage ne pouvaient se permettre. Maman et papa ont déjà promis d'aider avec la compte pour le lieu de réception. Je suis resté assis là, picorant mon dessert non mangé, réalisant que personne ne m'avait même demandé quand je partais pour Boston ou n'avait exprimé de tristesse à propos de mon départ. L'addition est arrivée. Mon père a payé à contre-cœur après que j'ai déjà proposé 2 fois, et nous nous sommes séparés avec des étreintes maladroites sur le parking. Reste en contact, a dit maman nonchalamment, comme si je partais pour un week-end plutôt que de déménager à l'autre bout du pays. Cette nuit-là, j'ai emballé mes dernières boîtes et j'ai fait la paix avec le fait que j'étais vraiment seul maintenant. Peut-être que ça avait toujours été comme ça, et que déménager à Boston ne faisait que le rendre officiel. Mes premiers mois à Boston ont été plus difficiles que je ne l'avais prévu. L'agence de marketing, Bright Path Solutions, fonctionnait à un rythme beaucoup plus rapide que mon employeur précédent. Les projets qui auraient pris des semaines à Minneapolis devaient être terminés en quelques jours. Mon petit studio à Holston coûtait près de 2 fois ce que j'avais payé au Minnesota. Et malgré l'augmentation de salaire, mon budget était serré. Boston elle-même m'a semblé écrasante au début. Les rues sinueuses qui défiaient le système de grille logique auquel j'étais habitué. Les conducteurs agressifs, les quartiers distincts, chacun avec son propre caractère et ses règles tacites. Je me suis souvent perdu, à la fois littéralement dans les rues confuses et au sens figuré en essayant de trouver ma place dans cette ville historique qui semblait n'avoir pas de place pour les nouveaux venus. Pendant ces premiers mois solitaires, j'ai essayé de maintenir un contact régulier avec ma famille. J'appelais à la maison tous les dimanches soirs, j'envoyais des photos de mon nouveau lieu de travail et de mon appartement, j'ai même envoyé des cadeaux sur le thème du Minnesota pour leur rappeler de moi. Les réponses étaient de plus en plus sporadiques et brèves. Désolé, je ne peux pas parler longtemps. On aide Jessica à planifier le mariage, est devenu le salut standard de maman quand elle se donnait la peine de répondre. Papa ne venait que rarement au téléphone, toujours soi-disant occupé par une réparation ménagère ou à regarder un match qui ne pouvait pas être mis en pause. Le mariage de Jessica a eu lieu sans moi. L'invitation est arrivée juste 2 semaines avant la date avec une note manuscrite. Préavis court, je sais, mais nous avons dû l'avancer. Pas de pression pour que tu viennes de si loin. J'ai découvert plus tard grâce aux publications sur les réseaux sociaux que le mariage était prévu depuis des mois. Mon absence était pratique, leur épargnant le coût d'une autre assiette à la réception et la gêne d'expliquer qui j'étais à la famille de Tyler. Alors que ma première année à Boston se transformait en 2, puis en 3, ma vie professionnelle a commencé à s'épanouir en proportion inverse de mes relations familiales. On m'a confié de plus grands comptes, j'ai reçu des évaluations de performance positives et je me suis bâti une réputation pour des solutions créatives aux défis marketing. Ma patronne, Stephanie Wilson, est devenue une sorte de mentor, défendant mes idées lors des réunions avec la haute direction et me fournissant des conseils sur la navigation dans la politique d'entreprise. Tu as une perspective unique, Hamilton, m'a-t-elle dit lors de mon évaluation de 2e année. Tu vois des angles que les autres manquent. Ne perds pas ça. Avec son soutien, j'ai été promu au poste de gestionnaire de compte senior et on m'a confié la responsabilité principale de l'un de nos plus gros clients, une start-up technologique développant des systèmes domotiques innovants.
La campagne que j'ai développée pour le lancement de leurs produits a dépassé toutes les attentes, générant 3 fois la couverture médiatique prévue et augmentant considérablement les ventes. Ce succès a conduit à une autre promotion, cette fois au poste de directeur créatif associé avec une augmentation de salaire substantielle et ma propre petite équipe à gérer. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Cambridge, je me suis fait des amis par le biais du travail et d'une ligue de football récréative, et j'ai lentement construit une vie qui me semblait significative et satisfaisante. Pendant ce temps, de retour au Minnesota, la vie de Jessica a continué son schéma prévisible de chaos. Son mariage avec Tyler s'est rapidement révélé être ce que tout le monde sauf mes parents avaient prédit, un désastre. Tyler, qui avait brièvement travaillé comme vendeur de voitures avant le mariage, a quitté son emploi en quelques mois pour se concentrer sur sa carrière musicale. Ils ont emménagé dans une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre dans une banlieue huppée, grâce à un acompte de mes parents. J'ai appris la plupart de cela non pas par communication directe, mais par l'intermédiaire de mon cousin Marcus, le seul membre de la famille qui maintenait un contact régulier. Marcus, le neveu de ma mère, qui vivait à Chicago, appelait toutes les quelques semaines juste pour prendre des nouvelles. Vraiment intéressé par ma vie et ma carrière. Tes parents ont refinancé leur maison à nouveau pour aider Jessica et Tyler à acheter cet endroit, m'a informé Marcus lors d'un de nos appels. Tante Diane et oncle Frank parlent de reporter leur retraite maintenant. Ils s'inquiètent pour l'argent, mais ne l'admettront pas, j'ai ressenti un mélange familier de frustration et de résignation à cette nouvelle. Mes parents avaient maintenant la soixantaine, un âge où ils devraient assurer leur retraite, pas épuiser leurs économies pour permettre les choix irresponsables de ma sœur. Pendant ma 3e année à Boston, j'ai fait une dernière tentative significative pour renouer avec ma famille. J'ai passé des heures à choisir des cadeaux de Noël réfléchis, un ensemble d'outils électriques de haute qualité pour le passe-temps de menuiserie de papa, une série de cours de cuisine dans une école culinaire renommée du Minnesota pour maman, et pour Jessica et Tyler, une généreuse carte cadeau dans un magasin populaire d'articles pour la maison puisqu'ils venaient de déménager. J'ai tout expédié à l'avance avec des cartes manuscrites et j'ai suivi avec un appel pour confirmer la réception. Maman a répondu, l'air distrait. Oh oui, les colis sont arrivés. Très gentil, Hamilton. Écoute, je ne peux pas parler maintenant. On est en train de faire nos valises. Faire vos valises pourquoi, ai-je demandé, confus. Pour notre croisière, bien sûr. Je ne l'ai pas mentionné? On emmène Jessica et Tyler dans les Caraïbes pour Noël. Une deuxième lune de miel pour eux. Vraiment. Ils traversent une mauvaise passe. La révélation a frappé comme un coup physique. Non seulement ils avaient fait des plans de Noël sans même envisager de m'inclure, mais ils n'avaient pas pris la peine de le mentionner avant que j'appelle. J'ai réussi à garder ma voix stable en leur souhaitant un bon voyage et en terminant l'appel. Cette nuit-là, j'ai supprimé l'application de la compagnie aérienne de mon téléphone où j'avais sauvegardé un vol pour rentrer à la maison pour les vacances. Au lieu de cela, j'ai accepté une invitation de mon ami David à rejoindre sa famille pour le dîner de Noël. C'est là, entouré de la chaleur authentique d'une famille qui me connaissait à peine, que j'ai réalisé ce qui m'avait manqué depuis le début. L'année suivante a apporté une rupture totale de la communication. Mon anniversaire est passé sans un appel ou un texto de personne sauf Marcus. La fête des mères et la fête des pères sont passées avec mes cartes et cadeaux reconnus uniquement par de brefs messages textes génériques. J'ai arrêté d'appeler après que 3 appels consécutifs du dimanche soient allés sur la messagerie vocale sans rappel. Au bout de 4 ans après mon déménagement à Boston, le contact avec ma famille immédiate s'était réduit à presque rien. Un texto occasionnel de maman demandant si j'étais toujours dans cette société de marketing. Une carte d'anniversaire signée par les 2 parents, mais clairement écrite uniquement par maman, et des interactions de plus en plus rares sur les réseaux sociaux où ils aimaient parfois mes publications des jours après leur publication. C'est Marcus qui me tenait au courant des nouvelles de la famille, même s'il semblait lui-même mal à l'aise de partager les derniers développements. Jessica et Tyler ouvrent une sorte de boutique de vêtements maintenant, m'a-t-il dit à contre-cœur lors d'un appel. Ton père a mentionné avoir contracté un prêt sur son 4 cents un cas pour aider avec les frais de démarrage. J'ai fermé les yeux, imaginant le fonds de retraite que mon père avait diligemment construit pendant 30 ans de travail être vidé pour une autre des entreprises vouées à l'échec de Jessica. Mais j'avais appris que toute expression de préoccupation ou de critique de ma part serait accueillie par une attitude défensive et des accusations de jalousie. J'espère que ça marchera pour eux, dis-je d'un ton neutre et je changeai de sujet. L'incident de Noël a marqué un tournant pour moi. Plutôt que de continuer à chercher la validation de personnes qui semblaient incapables de la fournir,
j'ai décidé d'investir cette énergie dans ma propre croissance et mon bien-être. Sur la recommandation de mon ami David, j'ai commencé à voir le docteur Patricia Logan, une thérapeute spécialisée dans la dynamique familiale et le développement personnel. Ce que vous décrivez ressemble à une dynamique classique de l'enfant chéri et du bouc émissaire, a expliqué le docteur Logan lors d'une de nos premières séances. Il ne s'agit pas de vous personnellement. Ce sont des rôles qui se sont développés dans votre système familial et ils sont incroyablement difficiles à changer de l'intérieur du système. Grâce à des séances hebdomadaires, j'ai commencé à comprendre comment ces schémas avaient façonné ma perception de moi-même et mon comportement. J'étais devenu le gardien perpétuel, le responsable qui n'avait besoin d'aucun soutien parce que j'étais si indépendant. J'avais intériorisé le message que mes besoins étaient secondaires, que la réussite seule ne suffisait pas à mériter l'attention ou les soins. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de votre famille à la reconnaître, m'a dit le docteur Logan lors d'une séance particulièrement difficile, et vous n'avez pas besoin de continuer à vous prouver à des gens qui ont montré qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas vous voir. Cette prise de conscience a été à la fois libératrice et douloureuse. J'ai pleuré la relation familiale que j'avais toujours voulu mais jamais eue, tout en me libérant simultanément du cycle épuisant de la recherche de leur approbation. Je me suis plutôt concentré sur la construction de liens authentiques avec des personnes qui m'appréciaient tel que j'étais. Mon cercle d'amis s'est élargi au-delà des collègues de travail pour inclure les membres de ma ligue de football, les voisins de mon immeuble et un club de lecture que j'ai rejoint à la bibliothèque locale. J'ai fait un effort conscient pour être vulnérable et authentique dans ces relations, partageant non seulement mes succès, mais aussi mes luttes et mes peurs. À ma grande surprise, cette ouverture n'a pas été accueillie par le rejet mais par une confiance réciproque et des liens qui se sont approfondis. Alors que ma vie personnelle se stabilisait, ma trajectoire professionnelle a continué à monter. La campagne de domotique avait attiré l'attention dans toute l'industrie, menant à des invitations à prendre la parole lors de conférences sur le marketing et même à un article dans Adweek soulignant les approches innovantes du lancement de produits technologiques. Stéphanie, mon mentor, m'a approché pour diriger une nouvelle division axée spécifiquement sur les clients des technologies émergentes. La promotion au poste de directeur créatif est venue avec des responsabilités considérablement accrues et une augmentation de salaire substantielle qui m'a placé dans une tranche financière que je n'avais jamais imaginé atteindre avant 40 ans. Tu l'as mérité, Hamilton, a dit Stéphanie en m'offrant le poste. Ton travail parle de lui-même et toute l'équipe de direction reconnaît ta valeur pour l'entreprise. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Être vu, apprécié et récompensé uniquement sur la base de mon propre mérite était une expérience nouvelle. Après des années à être négligé, j'ai accepté le poste et je me suis jeté à corps perdu dans la construction de ma nouvelle équipe et de ma division. Avec mes revenus accrus, j'ai commencé à prendre des décisions financières stratégiques. J'ai maximisé mes contributions à mon 401k, ouvert des comptes d'investissement supplémentaires et travaillé avec un conseiller financier pour créer un plan complet de constitution d'un patrimoine à long terme. Je vivais bien en dessous de mes moyens, conservant mon appartement à prix modéré à Cambridge tout en économisant de manière agressive. Après 2 ans d'épargne disciplinée et d'observation du marché immobilier de Boston, j'avais accumulé suffisamment pour un acompte substantiel sur une propriété. J'ai travaillé avec un agent immobilier pour trouver l'endroit parfait, un condo de 2 chambres dans un bâtiment historique rénové du quartier South End de Boston. La propriété présentait de hauts plafonds, des murs en briques apparentes, des planchers de bois franc et de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. Le bâtiment comprenait des équipements comme une petite salle de sport, une terrasse sur le toit et un parking sécurisé, des raretés dans l'immobilier de Boston. Le prix d'achat a étiré mon budget à sa limite, mais mon conseiller financier a confirmé que c'était un investissement judicieux dans l'un des quartiers les plus recherchés et en appréciation de la ville. Le jour où j'ai signé les documents de clôture et reçu les clés, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de stabilité. Cet endroit était à moi, gagné par mes propres efforts, une manifestation tangible de la vie que je m'étais construite. J'ai passé le mois suivant à personnaliser l'espace, en choisissant des meubles qui complétaient le caractère du bâtiment tout en reflétant mes propres goûts. J'ai créé une chambre d'amis confortable pour les visites d'amis et un petit bureau à domicile où je pouvais travailler tard le soir ou le week-end. La cuisine, avec ses comptoirs en granit et ses appareils en acier inoxydable, m'a inspiré à améliorer mes compétences culinaires, et j'ai commencé à organiser de petits dîners pour les amis et les collègues. Pendant cette période de croissance et de réussite personnelle, Marcus est resté mon seul lien familial constant. Contrairement à mes parents et à Jessica, il semblait sincèrement heureux de mes succès et me soutenait pendant les défis. Il avait suivi un chemin similaire,
quittant notre ville natale pour se construire une carrière réussie d'ingénieur en architecture à Chicago. Nos conversations téléphoniques se sont transformées en appels vidéo, et nous avons établi une tradition de visiter nos villes respectives au moins une fois par an. Lors de ces visites à Boston, je lui montrais mes quartiers préférés, mes restaurants et les joyaux cachés que j'avais découverts au fil des ans. Il faisait de même lorsque je visitais Chicago, me guidant fièrement à travers les merveilles architecturales de sa ville d'adoption. Quand j'ai emménagé dans mon nouveau condo, Marcus a été la première personne que j'ai invitée à visiter. Il a immédiatement pris des dispositions pour prendre un long week-end de congé et s'est envolé pour Boston. Je suis allé le chercher à l'aéroport un vendredi soir au début du printemps, excité de lui montrer non seulement ma nouvelle maison, mais la vie que j'avais construite. Cette ville te va bien, a observé Marcus alors que nous conduisions de l'aéroport à travers les rues illuminées de Boston la nuit. Tu sembles plus toi-même ici que tu ne l'as jamais été à la maison. J'ai hoché la tête, réalisant la vérité de son observation. Je pense que j'avais besoin de la distance pour découvrir qui je suis sans essayer de m'intégrer dans le rôle que ma famille avait créé pour moi. Ce week-end-là, j'ai fait à Marcus la visite complète de ma vie à Boston. Nous avons visité mon bureau où il a rencontré Stéphanie et d'autres collègues qui étaient devenus des amis. Nous avons joué un match amical avec mon équipe de football, mangé dans mes restaurants de quartier préférés et passé des soirées sur ma nouvelle terrasse sur le toit, partageant des verres et des conversations sur nos vies. Le samedi après-midi, Marcus a pris plusieurs photos de moi dans mon nouveau condo, capturant mon bonheur sincère alors que je lui montrais différentes caractéristiques de l'espace. Il y avait une photo particulière de moi debout près des grandes fenêtres du salon, l'horizon de la ville visible derrière moi, qui capturait parfaitement ce que je ressentais, établi, confiant, chez moi. Ça te dérange si j'en poste quelques-unes ? A demandé Marcus en faisant défiler les photos. Les gens à la maison devraient voir à quel point tu réussis. J'ai hésité un instant, pensant au peu d'intérêt que ma famille avait semblé porter à ma vie au cours des 5 dernières années. Mais ensuite j'ai haussé les épaules. Bien sûr, pourquoi pas ? Ce n'est pas comme s'ils prêtaient attention à ce que je fais de toute façon. Aucun de nous n'aurait pu prédire à quel point cette permission désinvolte perturberait de manière significative l'équilibre prudent que j'avais établi entre mes vies passées et présentes. Marcus a quitté Boston tard le dimanche après-midi après un week-end rempli de bonne nourriture, de rire et du genre de conversation qui vous laisse le sentiment d'être compris et apprécié. Après l'avoir déposé à l'aéroport, je suis retourné à mon condo, reconnaissant pour sa visite et le lien authentique que nous entretenions malgré la distance. Le lundi matin m'a retrouvé au travail, immergé dans les réunions de clients et les briefings créatifs. Ce n'est que lorsque j'ai pris une pause déjeuner tardive et que j'ai vérifié mon téléphone que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. J'avais 27 nouvelles notifications sur diverses plateformes de médias sociaux et 5 messages textes de numéros que j'entendais rarement. Confus, j'ai ouvert le texto le plus récent en premier, d'une tante éloignée du côté de mon père qui ne m'avait jamais contacté directement auparavant. Hamilton, ton appartement a l'air incroyable. Tellement fier de ton succès dans la grande ville. Des messages similaires remplissaient mon centre de notifications. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, d'anciens camarades de lycée, des parents éloignés, tous soudainement intéressés par ma vie et commentant mon magnifique condo et ma vue impressionnante. J'ai navigué jusqu'au profil de Marcus et j'ai trouvé la source de cette attention soudaine. Il avait publié une série de photos de notre week-end, y compris plusieurs de ma nouvelle maison. L'image principale me montrait debout dans mon salon avec les fenêtres du sol au plafond mettant en valeur l'horizon de Boston derrière moi. Une autre me capturait en train de préparer le dîner dans la cuisine, et une troisième nous montrait en train de prendre un verre sur la terrasse du toit avec les lumières de la ville scintillant en dessous. Sa légende disait « Super week-end à rendre visite à mon cousin Hamilton à Boston. Tellement fier de tout ce qu'il a accompli. Job de malade, nouveau condo incroyable, et toujours le même gars simple qu'il a toujours été. Certaines personnes savent simplement comment bien vivre. » La publication avait recueilli plus d'une centaine de j'aime et des dizaines de commentaires, beaucoup de personnes de notre ville natale ou de notre cercle familial élargi. Je les ai parcourus, notant l'intérêt soudain de personnes qui n'en avaient montré aucun pendant les années où j'ai construit cette vie. C'était flatteur, mais aussi quelque peu déconcertant, comme si mon existence n'était devenue réelle pour eux que lorsqu'elle était présentée comme une histoire de succès sur les réseaux sociaux. J'ai répondu à quelques messages, gardant mes réponses brèves mais polies, puis je suis retourné au travail. Tout au long de l'après-midi, mon téléphone a continué de vibrer avec des notifications, que j'ai pour la plupart ignorées jusqu'à ce que je vois un nom qui m'a fait sursauter. Maman.
C'était le premier contact direct d'elle en plus de 6 mois. Le texto était désinvolte, comme si nous nous parlions régulièrement. Hamilton, ton appartement a l'air charmant. Quand as-tu déménagé? C'est dans un bon quartier? Ça a dû être cher à Boston. J'ai regardé le message, un mélange complexe d'émotions montant en moi. Après des années de peu d'intérêt pour ma vie, elle était soudainement curieuse de ma situation de vie, en particulier de son coût. J'ai attendu après le travail pour répondre, gardant ma réponse factuelle mais vague. Merci. J'ai emménagé le mois dernier. Quartier South End, très sûr. L'immobilier à Boston est certainement cher mais ça vaut l'investissement. Sa réponse est venue rapidement, ce qui était inhabituel en soi. Ça a l'air très chic. As-tu acheté ou loué? Ton père et moi parlions justement de notre admiration. Encore une fois, l'accent mis sur les aspects financiers m'a semblé étrange. J'ai répondu honnêtement, mais j'ai gardé les détails au minimum. Je l'ai acheté. J'économise depuis des années, et le moment était venu. La conversation s'est interrompue après ma réponse, mais les notifications de la famille élargie ont continué toute la soirée. Mon téléphone a sonné vers 20h avec un numéro que je n'avais pas vu depuis près d'1 an. Mon père. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Hamilton, comment va mon garçon? Sa voix a retenti avec un enthousiasme que je ne me souvenais pas avoir entendu diriger vers moi auparavant. Je vais bien, papa. Comment allez-vous, toi et maman? Oh, on tient le coup. Tu sais ce que c'est à notre âge, a-t-il gloussé. Dis donc, on a vu ces photos que Marcus a postées. Sacré appartement que tu as là. Tu dois vraiment bien t'en sortir dans cette entreprise. L'entreprise a été bonne pour moi, ai-je répondu, notant à quelle vitesse il avait orienté la conversation vers ma situation financière. C'est merveilleux, fiston. Juste merveilleux. Une brève pause a suivi. Écoute, on devrait se rattraper correctement. Ça fait trop longtemps. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes, mon père posant des questions étonnamment détaillées sur mon titre de poste, la taille de l'entreprise et si j'avais reçu des options d'achat d'actions dans le cadre de mon package de rémunération. Il n'a partagé presque rien sur leur vie en retour, déviant mes questions sur ses plans de retraite et ceux de maman et sur la situation de Jessica. En terminant l'appel, il a mentionné nonchalamment, ta sœur a demandé de tes nouvelles. Elle dit qu'elle pourrait t'appeler bientôt. Bien sûr, le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Jessica. La première communication directe d'elle en plus de 2 ans. Salut, grand frère. Ça fait longtemps. Ton appart a l'air incroyable. On devrait faire un chat vidéo bientôt pour se rattraper. Tu me manques. L'attention soudaine après des années d'indifférence m'a laissé avec un sentiment croissant de malaise. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus pour discuter des retombées inattendues de sa publication innocente. C'est bizarre, non? Ai-je demandé après avoir décrit l'avalanche de communication. 5 ans de silence radio et tout à coup tout le monde s'intéresse à ma vie parce qu'ils ont vu mon condo. Marcus a soupiré lourdement. Je suis désolé, Hamilton. Je ne pensais pas que ça causerait tout ça. Tu veux que je retire la publication? Non, c'est bon. C'est juste étrange. Papa m'a demandé mon package de rémunération et mes options d'achat d'actions. Qui fait ça après avoir à peine parlé à son fils pendant des années? Ça semble bizarre, en effet, a convenu Marcus, puis il a hésité. Écoute, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais j'ai entendu par ma mère que Jessica et Tyler ont de nouveau des problèmes financiers. La boutique a fait faillite en 6 mois, et ils ont une montagne de dettes. Tes parents ont aidé, mais je pense qu'ils sont à court de ressources. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'intérêt soudain, les questions spécifiques sur mes finances, les tentatives de reconnexion inattendues. Il ne s'agissait pas de moi qui leur manquait ou de s'intéresser à ma vie. Il s'agissait d'évaluer mes ressources. Ma suspicion a été confirmée le jour suivant lorsque j'ai reçu un autre texto de ma mère. Celui-ci plus direct que le dernier. Hamilton, je pensais à ton magnifique condo. L'immobilier est un si bon investissement, mais parfois ça immobilise de l'argent qui pourrait être utilisé pour d'autres choses. As-tu déjà envisagé de le vendre et d'investir les bénéfices ailleurs? Ou peut-être d'utiliser une partie de ta valeur nette pour aider la famille? Ta sœur traverse une période difficile en ce moment. J'ai lu le message plusieurs fois, stupéfait par sa transparence.
Après des années de distance émotionnelle, ma mère suggérait que je liquide ma maison pour aider Jessica. Sans demander comment j'allais, sans exprimer un intérêt sincère pour ma vie, mais en regardant immédiatement ma réussite comme une ressource à rediriger vers ma sœur. Avant que je puisse formuler une réponse, un autre texto est arrivé. Ton père et moi aimerions avoir un appel vidéo familial ce soir. Jessica et Tyler se joindront aussi. Que dirais-tu de 20h, heure de chez toi? C'est important. À ce moment-là, je savais exactement ce que l'appel impliquerait, et j'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi. Des années de thérapie et de croissance personnelle m'avaient préparé à cette confrontation, même si je n'avais jamais imaginé qu'elle se présenterait sous cette forme. J'ai répondu par texto un simple « Je serai là » et j'ai passé le reste de la journée à me préparer mentalement à ce qui allait arriver. À 20h précise ce soir-là, mon ordinateur portable a sonné avec un appel vidéo entrant. Je m'étais positionné à ma table de salle à manger avec un arrière-plan neutre, habillé de manière décontractée mais professionnelle avec une chemise boutonnée bleu clair. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté l'appel. 4 visages sont apparus sur mon écran. Mes parents assis ensemble sur le canapé de leur salon, et Jessica et Tyler dans ce qui semblait être leur cuisine. Le visage de ma mère s'est illuminé d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Hamilton, te voilà. C'est si bon de te voir. Tu as l'air en forme, dit-elle comme si nous avions régulièrement ces conversations vidéo familiales. Ça fait un moment, ai-je répondu d'un ton neutre. Comment va tout le monde? Ce qui a suivi a été 20 minutes de conversation forcée. Mon père a posé des questions superficielles sur la météo et les équipes sportives de Boston. Ma mère a commenté mon apparence, notant que j'avais pris du poids de manière saine depuis la dernière fois qu'elle m'avait vu. Jessica a dominé une grande partie de la conversation avec des histoires sur ses amis et ses activités sociales, évitant soigneusement toute mention de ses entreprises commerciales ratées. Tout au long de cet échange, j'ai remarqué que Tyler s'agitait mal à l'aise sur son siège, jetant occasionnellement un coup d'œil à quelque chose hors de l'écran. Il avait considérablement vieilli depuis les photos que j'avais vues de leur mariage il y a 5 ans. Sa coupe de cheveux autrefois à la mode avait reculé en une calvitie prématurée et des rides de stress marquaient son front. Finalement, après avoir épuisé les sujets sûrs, ma mère s'est raclé la gorge et s'est avancée sur le canapé. Hamilton, nous voulions te parler de quelque chose d'important. Une affaire de famille. J'ai hoché la tête, attendant. Comme tu le sais, la famille doit toujours être là les uns pour les autres, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton moralisateur dont je me souvenais de l'enfance. Ton père et moi avons toujours fait tout notre possible pour soutenir nos 2 enfants. Mon père a hoché la tête solennellement à côté d'elle. Contre vent et marée, a-t-il ajouté. Jessica et Tyler traversent une période difficile en ce moment, a poursuivi ma mère. L'économie a été difficile pour les propriétaires de petites entreprises, et malheureusement, leur boutique a dû fermer. Jessica est intervenue. L'emplacement était terrible. Le propriétaire a promis un passage qui ne s'est jamais matérialisé, et notre agence de marketing nous a complètement laissé tomber. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si elle attendait de la sympathie ou peut-être en reconnaissance de mon expertise en marketing. Le fait est, a insisté ma mère, qu'ils se sont retrouvés dans une situation financière un peu difficile. Leur hypothèque est sous l'eau et ils ont reçu un avis de saisie. Tyler a parlé pour la première fois, sa voix tendue. Nous avons 3 mois de retard. La banque ne veut plus travailler avec nous. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider, a ajouté mon père. Mais ta mère et moi sommes confrontés à nos propres défis. La deuxième hypothèque, les prêts pour l'entreprise de Jessica. Nos comptes de retraite ne sont pas ce qu'ils devraient être à ce stade. La mise en scène était complète, et je pouvais voir où cela menait. Pourtant, je n'étais pas préparé à la franchise de la déclaration suivante de ma mère. Hamilton, nous avons pensé à ta situation. Tu es célibataire, tu as du succès, avec ce qui doit être un travail très bien payé, et maintenant ce magnifique condo, qui doit déjà avoir une valeur nette significative sur ce marché. Elle marqua une pause, lissant sa jupe. Nous espérions que tu pourrais envisager d'aider ta sœur avec un prêt. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. De combien parlez-vous? Ai-je demandé, gardant ma voix égale. Mes parents ont échangé un regard avant que mon père ne réponde. Jessica et Tyler ont besoin de 49 000 $ pour rattraper leur hypothèque et éviter la saisie. Le montant flottait dans l'air virtuel entre nous. 49 000 $. Pas une petite faveur ou une aide symbolique,
mais une somme qui aurait un impact significatif sur ma propre sécurité financière. C'est un montant substantiel, ai-je observé. Eh bien, pour quelqu'un dans ta position, ce n'est probablement pas tant que ça, intervint Jessica, une pointe de la suffisance dont je me souvenais colorant son ton. Tu pourrais probablement juste prendre un prêt sur valeur domiciliaire ou quelque chose comme ça. Tu ne le sentirais même pas, ou tu pourrais vendre le condo, a suggéré ma mère nonchalamment, comme si elle me recommandait de changer de chemise. L'immobilier à Boston doit valoir une fortune. Tu pourrais aider Jessica et il te resterait largement de quoi acheter un endroit plus petit et avoir quand même un bel investissement. Je suis resté assis en silence stupéfait pendant un moment, essayant de digérer l'audace de ce que j'entendais. Après des années de contact minimal, après avoir manqué toutes les étapes importantes de ma vie d'adulte, il suggérait que je vende ma maison ou que je m'endette de manière significative pour sauver Jessica d'un autre désastre financier. Laissez-moi bien comprendre, dis-je lentement. Vous me demandez de m'endetter ou de vendre ma maison pour fournir 49 000 $ afin d'aider Jessica et Tyler à garder une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quand tu le dis comme ça a l'air si froid, a répondu ma mère en fronçant les sourcils. C'est ta sœur, Hamilton. La famille s'entraide. Ton père et moi vous avons toujours appris ça. Et ce serait un prêt, a ajouté rapidement mon père. Il te rembourserait, bien sûr, une fois qu'ils se seront remis sur pied. J'ai regardé Jessica et Tyler. Comme les prêts que maman et papa vous ont accordés au fil des ans. Ont-ils été remboursés? Le visage de Jessica a rougi. C'est différent. Ce sont nos parents. Et je suis juste ton frère à qui tu n'as pas parlé depuis 2 ans, ai-je répondu, ressentant un calme étrange malgré la tension. Jusqu'à ce que tu vois mon condo sur les réseaux sociaux. Maintenant, Hamilton, est intervenu mon père avec un ton d'avertissement. Il n'y a pas besoin d'être mesquin. Nous sommes tous occupés avec nos propres vies. La communication va dans les deux sens. J'ai pris une profonde inspiration, reconnaissant le schéma familier de la déviation et de la culpabilité. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, dis-je finalement. C'est une demande importante, et j'aimerais examiner attentivement mes finances avant de prendre un engagement. Un soulagement visible a envahi les visages de mes parents. Ils s'attendaient à une résistance immédiate et étaient satisfaits de ce qu'ils percevaient comme une ouverture à leur demande. Bien sûr. Prends ton temps, a dit ma mère avec magnanimité. Mais la procédure de saisie avance, donc le plus tôt serait le mieux. Nous avons terminé l'appel peu de temps après avec des promesses de nous recontacter dans quelques jours. Dès que l'écran s'est éteint, j'ai senti une vague d'émotions s'abattre sur moi. La colère face à la présomption, la blessure face à la nature transactionnelle de leur intérêt soudain pour ma vie, et une profonde tristesse pour la relation familiale que j'avais toujours souhaitée, mais que je n'aurais clairement jamais. J'ai immédiatement appelé mon ami le plus proche, David, qui avait été témoin de la dynamique de ma famille à distance au fil des ans. « Ils veulent que tu fasses quoi ?» s'est-il exclamé après que je lui ai raconté la conversation. Après tout ce temps? C'est au-delà de la suffisance, Hamilton. C'est délirant. Son indignation était validante, mais ne m'a pas aidé à décider comment répondre. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous en urgence avec le docteur Logan, ma thérapeute. « Quelles sont vos pensées sur leur demande ?» a-t-elle demandé après que j'ai décrit la situation. Une partie de moi veut t'aider parce que c'est ce que j'ai toujours fait. C'est le rôle que j'ai joué toute ma vie, ai-je admis. Mais une autre partie sent que cela ne ferait qu'entretenir les mêmes schémas dysfonctionnels qui nous ont tous blessés pendant des années. Le docteur Logan a hoché la tête pensivement. Ces schémas ne changeront pas à moins que quelqu'un ne change sa participation à ceux-ci. Que signifierait dire oui pour vous émotionnellement? Et que représenterait le fait de dire non? Ces questions sont restées avec moi pendant des jours alors que je luttais avec ma décision. Dire oui signifierait sacrifier ma propre sécurité financière pour maintenir un statu quo toxique. Dire non signifierait enfin briser le schéma d'être le responsable qui se sacrifie pour l'irresponsabilité de Jessica. Alors que je contemplais ces options, je recevais des textos quotidiens de ma mère avec une urgence croissante, des rappels que le temps pressait pour Jessica et Tyler. Mon père a appelé 2 fois, son ton oscillant entre la persuasion douce et des manipulations subtiles sur l'obligation familiale. Jessica a envoyé des messages tard dans la nuit décrivant leur peur de se retrouver sans abri et l'impact que la saisie aurait sur leur crédit. Nous ne pourrions jamais nous en remettre, a-t-elle écrit. Tu es notre seul espoir, Hamilton. La pression était implacable, mais elle a aussi clarifié quelque chose d'important.
Il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Il s'agissait de rôle et d'attente, d'un système familial qui avait toujours priorisé les besoins d'un enfant par rapport aux autres. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais prêt à contester directement ce système. Les 5 jours qui ont suivi l'appel vidéo initial ont été un tourbillon d'émotions et d'introspection. Chaque texto de ma mère augmentait ma détermination à aborder les problèmes plus profonds en jeu plutôt que de simplement répondre à la demande financière. Chaque message vocal de mon père, rempli de manipulations à peine voilées sur le devoir familial, renforçait ma détermination à établir des limites saines. Je savais que j'avais besoin de plus d'informations avant de confronter ma famille. J'ai donc appelé la seule personne qui pouvait fournir une perspective non filtrée. Marcus, j'ai besoin de la véritable histoire sur la situation de Jessica et Tyler, dis-je quand il répondit. Pas la version que mes parents me racontent. Marcus soupira lourdement. Je craignais que cela n'arrive. Écoute, Hamilton, c'est pire qu'ils ne l'admettent probablement, mais pas de la manière que tu pourrais penser. Il a ensuite partagé ce qu'il avait appris par les canaux familiaux. Jessica et Tyler avaient en effet ouvert une boutique de vêtements financée principalement par les économies de retraite de mes parents. Mais son échec n'était pas simplement dû à un mauvais emplacement ou à un mauvais marketing, comme il l'avait prétendu. Ils prenaient des stocks et de l'argent de l'entreprise pour leurs dépenses personnelles, a expliqué Marcus. Des vêtements de créateurs, un bateau qu'ils ne pouvaient pas se permettre, des week-ends à Cancun. Ma mère a vu leurs publications sur les réseaux sociaux et a mentionné à quel point c'était bizarre qu'ils vivent si luxueusement alors qu'ils étaient censés avoir des difficultés avec l'entreprise. Cela correspondait au schéma que j'avais observé tout au long de la vie d'adulte de Jessica, des entreprises démarrées avec enthousiasme mais gérées de manière irresponsable, un soutien financier de mes parents détourné vers des améliorations de style de vie plutôt que vers le développement de l'entreprise, et un refus constant d'accepter la responsabilité des échecs. Et la saisie ? Ai-je demandé. Est-ce réel ? La maison est définitivement en cours de saisie, a confirmé Marcus. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils sont sous l'eau depuis plus d'1 an. Ils ont cessé de faire des paiements de manière constante bien avant la fermeture de la boutique. Ils ont reçu plusieurs avertissements et ont eu plusieurs chances de mettre en place des plans de paiement avec la banque. L'information la plus révélatrice est venue à la fin de notre conversation. Savais-tu que ton père a retiré ce qui restait de son 4 cents qu'à l'année dernière pour rembourser les dettes de carte de crédit de Jessica et Tyler ? Plus de 60 000 $. Ils ont promis de prendre de meilleures décisions financières après cela, mais 3 mois plus tard, Tyler a acheté une Porsche d'occasion. Ce dernier détail a cimenté ma décision. Les 49 000 $ ne résoudraient pas le problème sous-jacent. Ce serait un pansement temporaire sur une situation créée par des années de choix irresponsables et favorisée par le refus de mes parents d'établir des limites. Ce soir-là, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai créé un document décrivant les points clés que je voulais aborder lors de la prochaine conversation familiale. Je ne me préparais pas seulement à décliner leurs demandes financières. Je me préparais à changer fondamentalement mon rôle dans le système familial. J'ai programmé l'appel vidéo pour le samedi matin, lorsque tout le monde pourrait participer sans les distractions du travail. Dans les heures qui ont précédé, j'ai fait une longue course le long de la rivière Charles, utilisant l'effort physique pour me vider l'esprit et renforcer ma résolution. De retour à mon condo, j'ai pris une douche, je me suis habillé d'une tenue décontractée mais soignée, et j'ai installé mon ordinateur portable à ma table de salle à manger, le même cadre neutre qu'auparavant. Lorsque l'appel s'est connecté et que les visages de ma famille sont apparus à l'écran, j'ai immédiatement remarqué qu'ils étaient positionnés différemment que lors de notre conversation précédente. Mes parents étaient assis plus près l'un de l'autre, leurs expressions sérieuses mais pleines d'attente. Jessica avait clairement pleuré, son maquillage légèrement bavé, tandis que Tyler avait l'air à la fois désespéré et agacé. Hamilton, a commencé ma mère sans préambule. As-tu pris une décision ? La banque a donné à Jessica et Tyler une date limite finale. J'ai hoché la tête, mes mains stables alors que je les croisais sur la table devant moi. J'ai pris une décision, mais avant de la partager, j'aimerais discuter du contexte plus large ici. Mon père a froncé les sourcils. Quel contexte ? C'est assez simple, fiston. Ta sœur a besoin d'aide, et tu es en mesure de la fournir. Le contexte, ai-je poursuivi calmement, est le schéma d'interaction de notre famille au cours de la dernière décennie ou plus. Le contexte est que je n'ai pas reçu d'appel d'anniversaire de l'un d'entre vous depuis 3 ans. Le contexte est que j'ai déménagé à l'autre bout du pays, construit une carrière, acheté une maison, tous des événements de vie importants, et que je n'ai pas reçu d'appel d'anniversaire de l'un d'entre vous depuis 3 ans. Le contexte est que j'ai déménagé à l'autre bout du pays, construit une carrière, acheté une maison, tous des événements de vie importants, et que je n'ai pas reçu d'appel d'anniversaire de l'un d'entre vous depuis 3 ans.
Et aucun de vous n'a montré d'intérêt jusqu'à ce que vous voyiez mon condo sur les réseaux sociaux et que vous réalisiez que je pourrais avoir des ressources financières auxquelles vous pourriez accéder. Jessica a commencé à protester, mais j'ai levé la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je vous ai tous écoutés. Maintenant, je demande la même courtoisie. À ma grande surprise, elle s'est tue et j'ai continué. J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi notre famille fonctionne comme elle le fait. Pourquoi les besoins de Jessica ont toujours eu la priorité sur les miens, pourquoi mes réussites ont été constamment minimisées tandis que ses difficultés ont été accueillies avec un soutien illimité. J'ai fait la paix avec une grande partie de cela grâce à la thérapie et à l'autoréflexion. Je ne nourris plus de ressentiment, mais je reconnais les schémas malsains quand je les vois. Le visage de ma mère s'est crispé. Il ne s'agit pas de jalousie d'enfance, Hamilton. Il s'agit de ta sœur qui risque de se retrouver à la rue. En fait, il s'agit de bien plus que cela, ai-je rétorqué. Il s'agit de responsabilité et de complaisance. Il s'agit de schémas qui blessent toutes les personnes impliquées, y compris Jessica. J'ai tourné mon attention directement vers ma sœur. Jessica, ce n'est pas ta première crise financière, et d'après tes choix, ce ne sera pas la dernière à moins que quelque chose ne change fondamentalement. La boutique n'a pas fait faillite à cause de l'emplacement ou du marketing. Elle a fait faillite parce que toi et Tyler avez détourné les fonds de l'entreprise pour des luxes personnels. Le visage de Tyler a rougi. Qui t'a dit ça? C'est une affaire de famille privée. Le bateau, les vêtements de créateur, les voyages à Cancun pendant que votre entreprise était en difficulté. Ce n'était pas privé. Vous les avez postés sur tous les réseaux sociaux, ai-je répondu d'un ton égal. Tout comme papa qui a retiré le reste de ses économies de retraite l'année dernière pour rembourser vos dettes de carte de crédit, pour que Tyler achète une Porsche 3 mois plus tard. Mon père a semblé vraiment choqué. Comment savais-tu ça? Ce n'est pas important, dis-je. Ce qui est important, c'est de reconnaître la réalité de la situation. Il ne s'agit pas de 49 000 $. Il s'agit d'années de choix qui ont mené à ce point, et de ce qui se passera ensuite. J'ai pris une profonde inspiration avant de livrer ma décision. Je ne fournirai pas l'argent que vous avez demandé. Je ne vendrai pas ma maison ni ne contracterai de prêt pour entretenir un schéma qui, en fin de compte, blesse toutes les personnes impliquées, y compris Jessica et Tyler. La réaction a été immédiate et exactement ce que j'avais prévu. Jessica a fondu en larmes, m'accusant d'être égoïste et sans cœur. Tyler a commencé à fulminer sur la loyauté familiale. Le visage de ma mère s'est durci en une expression d'indignation vertueuse tandis que mon père avait l'air à la fois en colère et embarrassé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a commencé ma mère, sa voix tremblant d'émotion. Nous t'avons élevé, nous t'avons fait faire des études. J'ai payé mes études en travaillant, les jeux corrigés doucement. J'avais des bourses et des emplois à temps partiel. Vous avez contribué de manière minimale parce que la plupart des ressources étaient dirigées vers les besoins de Jessica. Alors, c'est une punition, une vengeance pour de prétendues offenses d'enfance, a exigé mon père. J'ai secoué la tête. Non, c'est moi qui refuse de participer à un schéma destructeur. C'est moi qui établis des limites saines. Je vous aime tous, mais je ne soutiendrai pas des comportements qui, en fin de compte, nuisent à toutes les personnes impliquées. Je me suis retourné vers Jessica, dont les larmes s'étaient soudainement séchées alors qu'elle réalisait que la manipulation émotionnelle ne fonctionnait pas. Jessica, je serais heureux de t'aider d'autres manières. Je peux te mettre en contact avec des ressources de conseil financier. Je peux t'aider à élaborer un budget durable. Je peux te fournir des conseils pour reconstruire ton crédit au fil du temps, mais je ne fournirai pas d'argent qui ne fera que retarder temporairement l'inévitable tout en renforçant des schémas nuisibles. On n'a pas besoin de tes conseils condescendants, a lâché Tyler. On a besoin de l'argent que tu as clairement en abondance dans ton condo de luxe pendant que ta sœur souffre. Ça suffit, est intervenu mon père, me surprenant. Il avait l'air fatigué soudainement, la colère s'écoulant de son visage. Hamilton a pris sa décision. Nous devons la respecter, même si nous ne sommes pas d'accord. Ma mère n'était pas prête à concéder. Hamilton, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que cela signifie pour ta relation avec cette famille. Certaines décisions ne peuvent pas être annulées. La menace implicite était claire, mais au lieu de me sentir intimidé, j'ai ressenti un sentiment inattendu de clarté et de paix. J'ai réfléchi à cela très attentivement, les jeux assurés. Je comprends ce qui est en jeu, et je maintiens ma décision.
J'espère qu'un jour vous comprendrez que cela vient d'un lieu d'amour, pas de rejet. Jessica a fait une dernière tentative, sa voix prenant le ton suppliant qui avait toujours fonctionné avec nos parents. Hamilton, s'il te plaît. Nous allons tout perdre. Où allons-nous vivre? Vous avez des options, dis-je doucement. Vous pouvez vendre la maison avant la saisie et utiliser les fonds propres pour trouver un logement plus abordable. Vous pouvez tous les deux trouver des emplois qui correspondent à vos dépenses réelles. Vous pouvez faire des choix difficiles mais nécessaires maintenant qui mèneront à un avenir plus stable. L'appel s'est terminé peu de temps après, Jessica raccrochant brusquement après une dernière accusation de trahison. Mes parents sont restés maladroitement un moment avant que mon père ne murmure quelque chose sur le besoin de temps pour digérer et ne mette fin à leur connexion. Je suis resté à ma table de salle à manger pendant un long moment après, m'attendant à ressentir de la culpabilité ou du doute quant à ma décision. Au lieu de cela, j'ai ressenti un immense sentiment de libération. Pour la première fois de ma vie, j'avais directement défié les schémas dysfonctionnels qui avaient défini nos relations familiales. J'avais dit ma vérité calmement et avec compassion, même face à la manipulation et à la colère. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais pris position pour des relations plus saines et un soutien authentique plutôt que de la complaisance. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de reconnaître enfin ma propre valeur et de refuser de participer à des dynamiques qui la dévaluaient. La confrontation avait été douloureuse, mais elle ressemblait à une étape nécessaire vers l'authenticité et la guérison. Si ce n'est pour toute ma famille, du moins pour moi. Les heures qui ont immédiatement suivi l'appel vidéo ont été étrangement calmes. Je m'attendais à un barrage de textos et d'appels en colère, mais j'ai plutôt rencontré le silence. Cette paix temporaire a pris fin le lendemain matin lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications peu après le lever du soleil. D'abord, un long texto de ma mère, oscillant entre des manipulations à la culpabilité, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, et des prédictions désastreuses sur l'avenir de Jessica. Mon père a suivi avec un message vocal, son ton plus résigné que colérique, suggérant que j'avais déçu toute la famille, mais qu'il espérait que je reviendrais bientôt à la raison. La réaction la plus volatile est venue de Jessica, qui a envoyé une série de messages de plus en plus hostiles m'accusant de jouir de sa souffrance et d'être jaloux de sa vie. Le dernier texto disait simplement « J'espère que ton condo de luxe compensera le fait de ne plus avoir de famille ». J'ai lu chaque message et écouté chaque message vocal, reconnaissant les émotions derrière sans leur permettre de dicter les miennes. Des années de thérapie m'avaient appris à reconnaître ces réactions comme la réponse prévisible d'un système résistant au changement. Leur colère ne concernait pas vraiment l'argent. Elle concernait mon refus de jouer mon rôle assigné. Au fur et à mesure de la journée, le conflit familial s'est étendu au-delà de ma famille immédiate. Tantes, oncles et cousins ont commencé à prendre parti, beaucoup sans connaître toute l'histoire. Certains ont envoyé des messages de soutien, ayant été témoins de la dynamique de l'extérieur pendant des années. D'autres ont condamné mon égoïsme et mon manque de loyauté familiale, ayant clairement entendu uniquement la version des événements de mes parents. Plutôt que de m'engager dans ce drame grandissant, j'ai contacté les personnes qui étaient devenues ma famille choisie au fil des ans. David est passé ce soir-là avec des plats à emporter et une oreille attentive. Mon amie Alicia, qui avait fait face à des dynamiques familiales similaires, a appelé pour prendre de mes nouvelles et valider ma décision. Des collègues qui étaient devenus des amis m'ont offert leur soutien et leur distraction par le biais d'invitations à des dîners et à des activités de week-end. Plus important encore, Marcus m'a contacté avec des mots d'encouragement qui signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. « Je suis fier de toi », a-t-il dit lors de notre appel. « Ce que tu as fait était incroyablement difficile mais nécessaire. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. » Son soutien était particulièrement significatif car il comprenait tout le contexte de notre histoire familiale et me soutenait toujours. Nous avons longuement parlé des sentiments compliqués qui surgissent lors de l'établissement de limites avec la famille, du mélange de libération et de perte qui accompagne de telles décisions. Ça devient plus facile, m'a-t-il assuré. Et tu as créé un espace pour que quelque chose de plus sain puisse potentiellement grandir à l'avenir. Le système de soutien professionnel que j'avais construit s'est également avéré inestimable pendant cette période. Le docteur Logan a programmé une séance supplémentaire pour m'aider à gérer la confrontation et ses conséquences. Ce que vous vivez est une forme de deuil, a-t-elle expliqué lors de notre réunion. Vous pleurez la relation familiale que vous auriez souhaité avoir tout en établissant simultanément des limites avec la relation familiale que vous avez réellement. Les deux processus impliquent la perte et l'ajustement.
Elle m'a aidé à développer des stratégies pour gérer la pression continue des membres de la famille et les émotions inconfortables qui faisaient surface. Plus important encore, elle a renforcé le fait que maintenir des limites n'était pas égoïste, mais essentiel pour des relations authentiques. Des limites saines ne sont pas des murs, m'a-t-elle rappelé. Ce sont des ponts qui permettent la connexion tout en protégeant votre bien-être. Votre famille finira peut-être par apprendre à traverser ce pont respectueusement, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous avez fait ce qui est nécessaire pour votre propre santé. 2 semaines après la confrontation, le ton de la communication de ma famille a commencé à changer. Les accusations de colère ont cédé la place à des tentatives de réconciliation, bien que celles-ci contenaient souvent des manipulations subtiles. Ma mère a appelé avec une voix pleine de larmes, parlant d'unité familiale et de pardon. Mon père a envoyé un email suggérant que nous mettions ce « malheureux malentendu » derrière nous. L'approche de Jessica était la plus transparente. Après que sa fureur initiale se soit calmée, elle a envoyé un message qui se lisait en partie comme des excuses, mais se terminait par une autre demande d'aide financière, bien qu'un montant plus petit. Même 10 000 ferait une énorme différence en ce moment, a-t-elle écrit, comme si toute la confrontation n'avait été qu'une tactique de négociation. J'ai répondu à chaque communication avec une constance calme, reconnaissant leurs sentiments tout en maintenant mes limites. À la demande réduite de Jessica, j'ai réitéré mon offre d'aide avec la planification financière et les ressources, mais pas avec une aide monétaire directe. La situation de leur maison s'est résolue d'une manière que je n'avais pas prévue. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai appris que mes parents avaient finalement contacté d'autres membres de la famille et avaient rassemblé des ressources pour effectuer un paiement partiel à la banque, donnant plus de temps à Jessica et Tyler. Finalement, ils ont vendu la maison en vente rapide, subissant une perte importante, mais évitant la saisie sur leur dossier de crédit. Ils ont déménagé dans un appartement beaucoup plus modeste et, pour la première fois de leur vie d'adulte, Jessica et Tyler ont tous deux trouvé un emploi stable. Tyler a pris un poste chez un concessionnaire automobile local, vendant ironiquement les véhicules de luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, tandis que Jessica a commencé à travailler comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Environ 6 mois après notre confrontation, j'ai reçu un email inattendu de mon père. Contrairement à ses communications précédentes, celui-ci ne contenait ni manipulation à la culpabilité ni reproche. Au lieu de cela, il offrait un aperçu de réflexion que je n'avais pas cru possible. J'ai beaucoup réfléchi à la dynamique de notre famille, a-t-il écrit. Ta mère ne voudrait pas que je partage ça, mais j'ai réalisé qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ce que tu as dit sur la façon dont nous vous avons traité différemment, toi et Jessica, au fil des ans. Ce n'était pas intentionnel. Jessica semblait toujours avoir besoin de plus d'aide et tu étais si capable. Je pense que nous avons pris ta stabilité pour acquise. Il a poursuivi en partageant que lui et ma mère avaient commencé à voir un conseiller pour aborder leurs problèmes financiers et leurs défis relationnels. La peur de la saisie a été un électrochoc, a-t-il admis. Nous apprenons à dire non à Jessica, ce qui n'a pas été facile. Elle ne nous parle plus en ce moment, ce qui semble familier après ce qui s'est passé avec toi. L'email se terminait par une question timide sur la possibilité de commencer à reconstruire notre relation, peut-être avec un appel téléphonique toutes les quelques semaines. Ce n'étaient pas des excuses explicites, mais cela représentait un niveau de conscience que je n'attendais pas et une volonté de changer qui semblait authentique. J'ai répondu affirmativement à sa suggestion, et nous avons établi un appel le dimanche soir toutes les 2 semaines. Ces conversations étaient initialement maladroites et superficielles, mais avec le temps, elles se sont transformées en échanges plus authentiques. Ma mère se joignait occasionnellement, bien qu'elle ait eu plus de mal que mon père à reconnaître les schémas passés. Ma relation avec Jessica est restée distante. Elle me contactait sporadiquement avec des messages superficiels, mais montrait peu d'intérêt à développer un lien plus profond. J'ai accepté cette réalité avec un mélange de tristesse et de compréhension. Certaines relations pouvaient guérir et évoluer. D'autres pourraient rester limitées par la capacité de l'autre personne à grandir. 1 an après la confrontation qui a tout changé, je me suis retrouvé dans un état de paix inattendu. Ma carrière a continué à s'épanouir. Mes relations personnelles se sont approfondies et ma vie à Boston est devenue de plus en plus épanouissante. Les limites que j'avais établies avec ma famille sont restées intactes, mais elles avaient évolué de défense rigide à des lignes directrices flexibles qui permettaient une connexion authentique, bien que limitée. Le changement le plus profond n'a pas été dans mes circonstances extérieures, mais dans mon paysage intérieur. Je ne mesurais plus ma valeur par la reconnaissance ou l'approbation de ma famille.
J'avais appris à valoriser mon propre parcours et mes réussites sans avoir besoin de validation externe. Plus important encore, j'avais découvert que rester ferme dans ma vérité, même lorsque c'était douloureux, pouvait conduire à une croissance et à une guérison que l'acceptation passive n'aurait jamais permise. À l'anniversaire de cet appel vidéo difficile, je me suis assis sur ma terrasse sur le toit, regardant le coucher de soleil sur Boston et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le chemin de la recherche d'approbation à l'établissement de limites avait été difficile mais nécessaire. En refusant de participer à des dynamiques malsaines, je m'étais non seulement protégé, mais j'avais potentiellement créé un espace pour que ma famille grandisse d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible autrement. Le condo qui avait involontairement déclenché tant de conflits était devenu plus qu'une simple maison. Il représentait mon engagement à construire une vie alignée sur mes valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Chaque pièce contenait des souvenirs d'amis réunis pour des dîners, des soirées tranquilles de réflexion et des moments de joie simples qui n'avaient rien à voir avec le fait de prouver ma valeur à qui que ce soit. Alors que le crépuscule s'installait sur la ville, j'ai pensé à la fréquence à laquelle nous confondons l'amour avec la complaisance. Comment les limites sont parfois le cadeau le plus attentionné que nous puissions offrir. Ma famille ne comprendra peut-être jamais pleinement ma décision, mais je savais avec certitude que c'était la bonne, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile qui a mis vos besoins en premier, même lorsque les autres ne comprenaient pas? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur l'établissement de limites et la découverte de votre valeur. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, le partager pourrait l'aider plus que vous ne le savez. Merci d'être ici et d'avoir écouté mon parcours. Rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de rester ferme dans votre vérité.